Bonjour à tous et bienvenue dans la Collegia. Nous sommes partis à Beaulieu-sur-Dordogne à la rencontre de Frédéric Tiertan, qui restaure la gabarre du village. C'est une gabarre qui fait 13 tonnes. 13 tonnes pour 13 mètres de long, 4 mètres de large. On va l'exploiter pour amener, soit du sable, du bois, enfin tout ce que les gens ont besoin de pouvoir transporter par voie fluviale. Certaines gabarres étaient faites avec du bois de région, c'est-à-dire tout ce qui pouvait venir comme bois. On ne regardait pas la qualité du bois parce qu'elle servait en général qu'une fois. Donc il descendait quand il y a la crue en fait, profiter de la crue pour descendre toutes les charges. Et quand elle arrivait en bout de course, elle était vendue comme bois de chauffage. Et les gabariers remontaient à pied, mettaient des fois 3 à 4 semaines pour revenir chez eux au point de départ. Les gabarres qui étaient construits en chêne par exemple, avaient une utilité où ils sont resservés, donc elles n'étaient pas faites pour descendre d'un endroit à un autre, étaient plutôt faites pour circuler à un endroit bien précis. Donc là on est sur une charpente traditionnelle construite tout en chêne massif, aussi bien les membrures intérieures, aussi bien que les bordées, aussi bien que la sole, aussi bien que les cloisons. Les lames de pont aussi sont en chêne, tout est en chêne. Donc elle est lourde, elle fait 13 tonnes. Les longueurs de bordées employées, ce sont des, des grumes de 5,50 m de long, celle-ci. Voilà, la longueur exacte. On le voit par rapport au trait de Jupiter que vous avez ici. C'est le départ en fait. Voilà, c'est le départ du bordé. Donc ce sont des bordés de 5,50 m qui sont mis en une seule fois, auxquels on étuve un petit peu, pas trop, parce que comme on est sur des grandes longueurs, c'est relativement facile à mettre en place. On l'étuve un peu parce qu'on joue sur l'épaisseur, donc on lui donne un petit peu de souplesse, sachant que le bois, à partir du moment où il est étuvé, il va prendre une certaine forme. C'est une matière vivante, donc le bois a une mémoire. C'est-à-dire que quand on va lui donner une forme, on va lui donner une forme plus importante, il va se rétracter un petit peu, mais il va garder quand même une forme. Et il reviendra toujours à la place qu'on lui a donnée dès le départ. Donc il ne faut pas hésiter d'étuver quand on est sur des grosses courbes. Il faut vraiment y aller, quoi. Maintenant, sur ce genre de courbe, il n'y a pratiquement pas utilité d'étuver. On peut alors étuver à chaud, comme on peut étuver à froid. Étuver à froid, il suffit de tremper le bordé dans de l'eau, voilà, au bord de l'eau. On le trempe, on l'immerge pendant 2-3 jours. Il s'imbibe d'eau, on le met de suite en place et on arrive à le ployer. Voilà. Si vraiment c'est courbe, là il faut apporter de la chaleur, donc une vapeur d'eau, de façon à ce que la résine, elle soit un peu chassée. Je veux dire, le but c'est de faire fondre, enfin chasser, c'est de faire fondre la résine, quoi, pour pouvoir le ployer. Parce que c'est la résine qui porte la résistance du bois à l'intérieur. Donc en l'étuvant à chaud, on arrive à faire fondre cette résine et donc le bois on arrive à le ployer. Voilà. Alors ici il y a une couche de goudron pour préserver des bactéries déjà, et aussi des insectes, peut-être que les vers et ainsi de suite. Donc on enduit les carènes dessous avec du goudron. Ça correspond à peu près à 400 mg d'épaisseur en goudronnage. Tous les 2 ans il faut regoudronner toute la carène. Tous les 2 ans. Le plus grand soin que tu as apporté, c'est à la sole. Quand on touche, je veux dire, à des méthodes traditionnelles, il faut minimiser les travaux, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire ce qu'il faut faire, mais pas se donner plus de travail qu'il y en a. Donc ici, on a fait le choix, plutôt que d'enlever les 2 grands bordés sur toute la longueur, c'est de faire un rapiècement. On peut le faire. On peut venir faire des pièces ici, parce que pourquoi? Parce qu'on n'est pas en immersion, on est carrément hors d'eau. Pas de souci. En plus c'est là-bas, donc l'étanchéité, il n'y a pas de problème d'étanchéité. Voilà. Mais la réparation est faite. Par contre, dans 4 ans, on pourra rentrer dans de travaux plus importants. C'est-à-dire, dans 4 ans, on enlèvera les 2 bordés avec ces rapiècements et on refera 2 bordés propres comme il se doit. Là aussi pareil. Il n'a pas été utile de changer tout le bordé. Donc là, on est venu chercher une membrure
hein, qu'on repère par rapport au clou de charpentier. On va venir se chercher pas réellement à l'axe, parce qu'ici vous avez deux membrures en fait. Et entre les deux membrures, vous avez un jour à l'intérieur du bateau. Donc il ne faut pas venir faire un empiècement là où vous trouvez dans le jour des deux membrures. Il faut venir chercher vraiment dans la membrure. Donc on laisse un petit peu et on vient prendre la partie de membrure qui vous intéresse. Voilà. Pour que le joint de calfatage ne se retrouve pas en plein milieu des deux membrures. Il faut que ça soit un peu décalé. On est sûr que le joint de calfatage est fait derrière la membrure, derrière le bois, qu'il y a de la matière. Voilà. Alors quand on calfate ici, par exemple, on vient faire un calfatage, on part de là jusqu'ici, on vient nouer, on fait un troisième cordon qu'on remonte et on redescend l'ensemble ici. Et après on repartage et on repart. On appelle ça une couture croisée, ce qui fait vraiment l'étanchéité du bateau. Le calfatage, c'est l'une des parties, je veux dire dans le maritime, c'est l'une des parties la plus importante. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire avec soin, qu'il faut savoir maîtriser, qu'il faut savoir faire. Il faut des années pour maîtriser le calfatage. On n'arrive pas du premier coup à faire un bateau étanche. Voilà. Sachant qu'après, on regarde l'essence du bois. Par exemple, le chêne, il va se dilater, je veux dire, entre 2 et 3 mm dans l'eau. Donc, quand vous sortez un bateau comme ça, vous laissez sécher pendant 1 mois et demi dehors, vous allez avoir un jeu qui va correspondre à peu près 2,5 cm, voire 3 maximum. Quand c'est du pin, c'est encore pire. La différence entre une carène en pin et une carène en chêne, c'est que quand vous allez mettre une carène en pin dans l'eau, elle va mettre 2 jours pour resserrer. Une carène en chêne, elle va mettre peut-être 4 jours, 2 fois plus, parce que la densité du poids n'est pas la même. Le pin va aspirer l'eau beaucoup plus comme une éponge, beaucoup plus vite que du chêne. Donc l'étanchéité va se faire beaucoup plus vite. Alors quand on met un bateau en chêne comme ça à l'eau, il va un peu, comment dirais-je, il va un peu prendre de l'eau, hein, parce qu'il va demander à regonfler, il va un peu prendre de l'eau, il ne faut pas s'affoler, il va faire un peu d'eau. On surveille les pompes de cale, et pendant 3-4 jours, on regarde comment se comporte l'intérieur du bateau. Il arrivera un moment, tac, il va lui-même se bloquer, hein. Ça c'est comme une barrique de pinard, hein. Si on enlève le vin, il va s'ouvrir, si on remet du vin, il va se resserrer. C'est pareil, c'est le même système, on n'a rien inventé. Il y en a qui apportent des techniques nouvelles dans de l'ancien. Moi je suis pas pour. Enfin, par exemple, finir le calfatage traditionnel avec un sika, je suis pas pour. Je suis plus pour qu'on reste dans le traditionnel parce qu'on n'a rien inventé. Les ancêtres savaient exactement ce qu'il fallait faire. Et c'est pas d'aujourd'hui, ça fait ses preuves, ça a plus de 1000 ans. Donc on n'a pas besoin d'apporter des textures ou des produits nouveaux. Ça n'apportera pas plus, au contraire, ça va détériorer le bateau. Parce que le joint de silicone, c'est bien, parce qu'au départ, ça vous fait vraiment une étanchéité, ça marche. Seulement, dès que ça ne fait plus, ça ne joue plus son rôle d'étanchéité, l'eau va pénétrer l'intérieur, mais elle ne va pas pouvoir ressortir. Donc il va pourrir le bois. Donc en fait, on va dégrader le bateau. Alors, on va y gagner en étanchéité, mais si jamais il y a une infiltration, on va le perdre en dégradation du bateau. On va perdre ce côté. Alors que si c'est fait traditionnellement avec du mastic de vitrier et de l'enduit gras en finition, on a un produit qui va se dilater de la même façon. Simplement, c'est que c'est pas pour ça, c'est pas pour rien qu'on met du mastic de vitrier, je veux dire autour des fenêtres. Hein. Donc quelque part, ça marche. C'est pas d'aujourd'hui qu'on le fait. Ça veut dire que le mastic de vitrier, lui, il va jouer son rôle vraiment d'étanchéité, mais il va aussi rejeter l'eau. Il ne va pas le garder. Parce que c'est une matière naturelle qui va sécher par lui-même. Donc l'eau va s'évaporer par le mastic. L'eau ne s'évapore pas par le joint élastomère. C'est un caoutchouc. Alors ici, je fais de l'étanchéité au-dessus, un peu au-dessus de la ligne de flottaison, avec de l'éthane. De l'éthane, c'est comme une résine naturelle à base de pétrole. Voilà. C'est comme si vous avez, par exemple, l'arbre qui est en train de sointer sa résine. Alors, il n'y a pas besoin d'autres produits. On met de l'éthane, qui est une résine, voilà, que quand il fait chaud, elle fond, quand il fait froid, elle durcit. Ça va faire l'étanchéité, en fait, autour de la carvelle, pour éviter que l'eau rentre. Là, on a introduit le clou. C'est important aussi, l'étanchéité du clou.
n'y a pas que, voilà, que le joint calfa. Ici, bon, c'est une petite barrette, c'est une sécurité. C'est-à-dire que quand on a du personnel à bord, comme ce bateau, il a du touriste, il ne faut pas qu'il dépasse cette ligne blanche, en fait, au niveau immersion. S'il le dépasse, là, c'est qu'il y a un gros problème quand même à l'intérieur de la carène. Donc là, il faut revoir la sole. Les rapiècements, ben, c'est dû justement à des fautes d'inattention, c'est-à-dire qu'on a apporté des pièces bois à l'intérieur qu'on a réparées avec du chêne qui n'a pas été traité en fongicide. Ce chêne était malade, il avait le mycélium, donc le champignon. Ben, le champignon s'est propagé et il est venu manger certains bordés, donc comme les deux à l'avant et celui-ci. Donc ce qu'il faut faire, ben, c'est enlever la pièce qui avait été rajoutée qui était malade, enlever les parties qui sont attaquées par le mycélium, tout traiter le bateau, hein, c'est-à-dire brûler le champignon et ensuite lui mettre un fongicide. Et par rapport à ça, on remet les bordées en place et on traite celui-ci à l'huile de carbonyle. Alors c'est un mélange de l'huile de lin, de térébenthyle et de carbonyle, d'essence de pin. Donc alors, la carbonyle elle a un avantage, elle est par elle-même anti-fongicide, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le bois il a reçu de la carbonyle, il ne peut pas pourrir avec les champignons. Donc c'est pour ça qu'on traite ces bateaux à l'huile de carbonyle de partout. Alors c'est gras, c'est sale, hein, mais c'est comme ça. Ça a toujours été de cette façon. Les Vikings à l'époque graissaient à l'intérieur de leur bateau avec, je veux dire, comment dirais-je, quand ils pêchaient le poisson, ils gardaient tous les tripes, les boyaux et tout ça. Ils pressaient tout ça, ils mélangeaient tout et rajoutaient de la graisse de porc et graissaient l'intérieur des carènes avec ça. Bon, ça sentait, hein, ça sentait fort. Mais en même temps, c'était un moyen pour eux de pouvoir graisser et tenir les bois. Voilà. Donc ils graillaient. Donc tous les graisses animales, tout ce qui est bon à amener de la graisse, c'est bon pour le bois. Donc là, on est dans des produits quand même, huile de lin, térébenthine. Alors, la térébenthine va faire pénétrer l'huile de lin. Donc ça va la fluidifier un petit peu, parce que l'huile de lin, ben, c'est de l'huile, c'est un peu épais. La térébenthine va faire objet de sécatif. Elle va venir diluer un peu l'huile de lin et elle va le faire pénétrer dans le bois. Avec en plus la carbonyle, là vous avez une double action, même une triple action de protection du bois. Là ici on a refabriqué le mât, hein, parce que bon, l'ancien mât était trop vieux, abîmé. Donc ça ne sert à rien d'avoir des pièces à bord qui sont abîmées ou cassées, hein, il faut les changer. Voilà. Le but c'est de toujours maintenir un bateau en état de marche et en état de flottabilité. Après le reste c'est que le côté esthétique, c'est pas le plus important. C'est un mât que j'ai refabriqué. Voilà. Alors je l'ai fait un peu plus trapu que l'ancien mât parce que le bateau a beaucoup de caractère. Donc il faut aussi faire des mâts qui correspondent un peu au caractère du bateau. Si vous faites dans un bateau qui a beaucoup de caractère, qui est fort et bien ventru, si vous faites un mât comme ça, comme un crayon, ça ne ressemble pas à grand chose. Donc il faut lui donner un peu de l'importance au mât, il faut le faire assez solide pour montrer que ça va avec la structure. Bon, c'est fait avec du Douglas, hein, parce que ce qu'on va rechercher dans les mâtures, c'est la légèreté. Donc on ne cherche pas le côté solidité, parce que de toute façon, la légèreté dans les pins, dans le Douglas, il y a la flexibilité qui va avec. Donc partant de là, on ne va pas mettre par exemple un mât en chêne, c'est trop lourd. Il ne faut pas. On cherche toujours du léger dans les hauts. Donc quand c'est des matures, on va chercher dans du léger. Mais pas n'importe quel bois. On va choisir le spruce, le Douglas et un pin, les pins d'Alep et ainsi de suite. Mais on ne va pas prendre des bois exotiques, on ne va pas prendre du chêne, on ne va pas prendre de l'acacia, on ne va pas prendre de la zobé et ainsi de suite, quoi. On ne va pas aller chercher quelque chose de dur. Par contre, si vous avez des poulies, oui, on va aller chercher des matières, des bois durs pour faire des raquettes, pour faire des poulies, pour les étraves, pour les quilles. Là, on va chercher l'essence de bois qu'il faut, qui va bien aller avec. Par exemple, les étraves, vous pouvez les faire en ormeau, vous pouvez les faire avec du frêne, vous pouvez les faire avec de l'acacia. Les quilles, non, celle-ci elle n'a pas de quilles, hein, mais les quilles, vous le faites avec de la zobé, on appelle ça du bois de fer, et ainsi de suite, du diangon.
Mais pour des bateaux comme ça, qui n'a pas de quilles parce que ce sont des bateaux à fond plat, hein, c'est du fluvial, on est dans du fluvial, donc il n'y a pas besoin d'avoir de quilles dans le fluvial. Au contraire, ce qu'on va rechercher en fait, c'est l'espace sur l'eau. Donc c'est la postule d'Archimède, hein. Donc au plus c'est large, au plus on est à plat sur l'eau, au plus il va y avoir de l'importance, donc avec très peu de tirants d'eau. Donc c'est ce qui est recherché. Donc dans la construction de la gabarde, c'est ça qu'on va rechercher. On va rechercher en fait l'immersion, le minimum d'immersion sur un plan d'eau pour un maximum de charge. Voilà. Ça c'est le calfatage. Donc on va travailler le chanvre, hein. On va le désépaissir, voilà, on va l'étirer, on va l'allonger et après on va le rouler. Et ensuite on va le mettre en place. Bon, il y a toute une technique de mise en œuvre. Ici vous avez le calfatage de coton. Ça c'est pour les carènes aussi, pour les œuvres mortes en général. Sauf quand c'est des grandes unités, il faut rester au chanvre. Quand c'est des petites embarcations, on fait au coton. Ici vous avez le bitor. Alors le bitor c'est en fait c'est une pelote de coton, sauf qu'elle a été goudronnée. La différence, pourquoi on le fait ça? Parce que avec ce bitor on va calfater uniquement les bordées de pont. Je vais vous montrer après. Donc on calfate que le pont avec le bitor, on fait rien d'autre. Et toutes les petites pièces qu'il y a autour, c'est-à-dire les billes d'amarrage et ainsi de suite. Donc le bitor il sert à ça. Ça c'est le même coton suifé. Voilà. Là vous l'avez en 6 mm et là vous l'avez en 3 mm. Donc c'est du coton suifé. C'est le même coton sauf que lui il était trempé dans du suif, du gras de porc. Voilà. Alors pourquoi on suive le coton? Bah, tout simplement quand on va le mettre en place dans le bordé, quand on va l'enfoncer avec les fers à calfa, ici vous avez les outils. Là vous avez fait calfa et vous avez un rainurage à l'intérieur. Ici. Le coton là il va venir épouser le rainurage. Le but c'est d'enfoncer le coton sans casser le bordé. Vous voyez, regardez, hop, voilà. Il vient chercher sa place. Voilà. Le fer à calfa il sert à ça, à pousser. Pas à couper le fil. Là, ici on a le fer à ouvrir. Voilà, celui-ci. On a le fer à ouvrir. On ouvre devant, on vient calfater. C'est-à-dire on ouvre les bordées, on enfonce celui-ci pour écarter les bordées, et ensuite on calfate avec le fer à calfater. Pour enfoncer le coton. Et là vous avez le bec de corbin, c'est pour enlever les anciens calfats. Voilà. Et là on a le rifloir. Le rifloir c'est pour gratter, avec un petit crochet ici. S'il y a quelque chose de dur, vous le grattez, vous l'enlevez dans tous les sens. Voilà. Donc là on a un rifloir. Et là c'est les fers de charpentier. Ça c'est le maillet calfaté. Bon, alors ça c'est de l'étame. L'étame c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. C'est cette fameuse, voyez, voilà, cette fameuse résine, voilà, mais qui lui est à base de goudron. Voilà. Alors ça, cet éthane là, on le met comme ça autour des têtes de vis, autour des têtes de clous de charpentier. On appelle ça des carvelles. Voilà. Voilà. Ça fait l'étanchéité. Ça s'enlèvera pas à l'eau, ça va fondre au soleil et redurcir au froid. C'est son rôle. Hein. Et ensuite on travaille avec de la colle polyuréthane. La colle polyuréthane c'est une mousse expansive qu'on peut mélanger avec un peu de sciure si on veut. Alors on ne travaille pas dans du traditionnel avec de l'époxy, c'est interdit. L'époxy c'est à bannir, c'est une matière qui est, quand elle durcit, qui devient comme une matière plastique, c'est très dur. C'est comme un silicone. Sauf que l'époxy, lui, va boucher le trou. Le bois, lui, c'est une matière vivante, il va se rétracter. Quand il va prendre l'eau, il va gonfler, donc il va serrer. Et quand il va sécher, il va s'ouvrir. L'époxy au milieu, il ne sert plus à rien. L'eau va rentrer entre les deux et va pourrir l'intérieur du bateau. Là où vous avez mis de l'époxy, vous allez accentuer le pourrissement. Il ne faut pas boucher les trucs de l'époxy. Par contre, la mousse polyuréthane, c'est différent. Parce que pourquoi? C'est une mousse. Donc à partir du moment où elle est remplie, quand cette mousse-là, elle a été brûlée par les UV qu'elle est morte, on rechange en 2 ans. On gratte tout, on en remet. On n'abîme pas le bateau, là. On assure l'étanchéité. Et la mousse, elle, comme c'est alvéolée, elle va repousser l'humidité. L'époxy ne repoussera pas l'humidité. C'est ça la différence. Il ne faut surtout pas travailler le traditionnel avec des colles époxy, les colles modernes d'aujourd'hui. Il faut les bannir. Avant, il y avait les colles Syrtus, les colles à bois, et maintenant vous avez la colle PPU. La colle moderne, celle-ci vous pouvez l'utiliser parce que c'est une mousse, donc elle ne porte pas de dégâts, je veux dire, à la structure.
Là, on est dans l'huile carbonyle. Bon, qu'on fait chauffer, hein, parce que sinon... alors, on l'a fait chauffer pour atteindre une température, on va dire, une température d'un thé, quoi. Et qu'on vient ici badigeonner les bois avec. Bon, là, elle est refroidie, hein, donc il faut la faire chauffer. Une fois qu'elle est bien chaude, ben, le bois va bien boire l'huile. Et on n'aura pas, justement, ces petits résidus, parce que ça va fondre en chauffant. Donc ça, c'est le goudron de Norvège, hein. Bon, c'est le carbonyle, en fait. Voilà. Donc on traite tout au carbonyle. Alors, c'est vrai, d'aspect, là ça vient d'être traité. Ça fait un peu collant au départ. On va attendre que cet été, que la chaleur elle arrive. Et là, on va bien faire pénétrer l'huile à l'intérieur, ça sera moins collant. Et avec les pluies, ça va laver le pont. Donc là, après, on a un bois qui sera bien graissé. Et là, on est tranquille pendant 4 ans, quand c'est bien traité à la carbonyle. Donc il ne faut pas hésiter, hein. Il faut vraiment badigeonner. Même si ça paraît gras ou ça fait sale, c'est normal. Après, une fois que c'est rincé avec l'eau de pluie, ça va être propre. Un grand merci pour nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre l'aventure et ça fait chaud au cœur. Partagez, commentez et cultivons ensemble la connaissance et les savoir-faire de nos ancêtres.